Je vous présente les recommandations de la prise en charge médicale qui ont été publiées en juin 2022 et écrites sous l'égide de la Haute Autorité de Santé et de la Fondation française de nutrition. Mmh. Le groupe de travail, je reviens là-dessus pour juste vous expliquer rapidement. Il y avait 2 chargés de mission, Marie-Claude Brindisi et moi-même, 2 présidents, un groupe de travail à la HAS. Et on a extrait de la bibliographie un argumentaire qui a conduit à l'élaboration de recommandations grâce au groupe de travail qui se réunissait tous les 3 mois, composé de 26 membres. Et une fois que le document a été finalisé, 36 membres indépendants ont relu ce document, ont fait des annotations, on a repris la copie et on a finalisé les choses et ensuite on a gradé le niveau de ces recommandations en fonction du niveau de preuve attendu. Donc la première question qui nous était posée par la Haute Autorité de Santé était de savoir comment aller au-delà de l'indice de masse corporelle pour évaluer la sévérité des patients. Pourquoi c'était demandé? Parce que dans bien des pays, le Canada par exemple, depuis 2009, avait une classification selon 3 éléments: le retentissement médical, mental et psychologique de l'obésité. Et donc, sur la base de ces arguments-là, je ne rentre pas dans le détail de l'argumentaire, il a été donc proposé que la sévérité de l'obésité se fasse selon en réalité 7 critères. L'indice de masse corporelle, certes, mais aussi le retentissement médical, c'est-à-dire les comorbidités de l'obésité, le retentissement fonctionnel, l'existence de troubles psychopathologiques, qu'ils soient cause ou conséquence de cette obésité, l'étiologie de l'obésité, c'est-à-dire en pratique dans les formes les plus sévères, une cause génétique, une cause secondaire, une cause d'origine médicamenteuse. En 6e élément, il y avait l'existence de troubles du comportement alimentaire et en particulier l'hyperphagie-boulimie. Et en numéro 7, le fait d'avoir une première prise en charge en échec éventuellement, ou alors une énième prise en charge en échec. Et il suffit de cocher une case du tableau suivant sur lequel je ne vais pas revenir dans le détail pour rentrer dans le niveau de sévérité associé. Sauf pour le grade 3A, où il vous faut à la fois l'indice de masse corporelle et une autre des cases associées. Afin de rendre les choses un peu plus simples et plus lisibles, j'ai choisi de vous donner l'exemple de ce patient de 63 ans qui a un IMC de 53 kg par mètre carré, qui a un retentissement médical évoquant une apnée du sommeil, une hypertension, un prédiabète, une insulinorésistance et surtout une gonarthrose qui invalide son périmètre de marche à 200 mètres. Et en fait, ce patient, on le classe d'emblée en grade 3B puisqu'il a plus de 50 d'IMC. Et si c'était pas suffisant, mais une seule case suffit, il a une grande dégradation de sa qualité de vie. Alors évidemment, le but, c'est pas de cantonner les patients à un niveau de prise en charge. L'idée, c'est que c'est un ascenseur. On peut prendre les gens en charge en niveau 1. Je reviendrai après par qui. Mais si au bout de quelques mois, on est en échec de cette prise en charge, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à obtenir 5% de perte de poids, ni son maintien, on peut demander un avis d'expert au niveau 2, voire au niveau 3, soit pour une prise en charge au long cours, soit principalement pour une évaluation, une expertise, la définition d'un projet personnalisé de soins. Ça, je viens de vous le dire. Et donc, les 3 niveaux de recours qui distribuent finalement les 3 grosses formes d'obésité. Dans le niveau 1, on est dans une situation non complexe où c'est le médecin généraliste qui va coordonner les soins. Alors, il a été évoqué que les infirmières de pratique avancée pouvaient aussi être référentes de cette coordination, mais pour l'instant, on a besoin d'en former plus. Et ce médecin généraliste peut travailler avec un certain nombre de professionnels paramédicaux que vous voyez à l'écran. Et vous voyez qu'ici, l'objectif, c'est pas forcément la perte de poids, c'est à minima de stabiliser le poids et d'obtenir un poids de forme et une bonne condition physique. Dans les cas d'obésité complexe, pris en charge en niveau 2, cette fois, c'est un médecin spécialiste de l'obésité, donc qui a la formation endocrinologie, nutrition, métabolisme, qui va prendre en charge le patient, toujours en association avec l'ensemble de ses paramédicaux, et qui pourra faire appel à des SSR ou SMR pour de la courte durée, pour
atteindre des objectifs et travailler des compétences avec le patient. Et là, dans cette situation, on personnalise les objectifs de poids selon le retentissement, les capacités du patient et son âge, et on traite les symptômes et les comorbidités de l'obésité. Et puis enfin, dans les situations très complexes correspondant au stade 3A, 3B, il s'agit cette fois évidemment d'une prise en charge par un spécialiste toujours, mais même au-delà de ça, dans des centres spécialisés obésité ou équivalents, et on peut avoir recours, si besoin, à des SMR spécialisés avec des séjours d'éventuellement plus longue durée. L'objectif étant de rompre le cercle vicieux d'aggravation du poids, de traiter les comorbidités, et il faut évidemment dans ces situations hiérarchiser les objectifs en fonction des priorités du patient, optimiser les traitements des comorbidités et personnaliser évidemment l'objectif de poids. Et l'ensemble de ces niveaux, bien évidemment, va tenter de prévenir la reprise de poids une fois la perte de poids atteinte, si elle est atteinte. Alors, une deuxième modification majeure de ces recommandations, c'est quelles sont les comorbidités qu'il faut absolument évaluer chez les personnes qui ont des niveaux d'obésité de 3 et 3B. Les dernières recommandations nous suggéraient uniquement de faire un bilan lipidique et une glycémie chez les personnes de plus de 45 ans. Ces recommandations s'adressent aux niveaux les plus sévères de prise en charge. Et donc, en fait, il est important d'aller dépister le diabète de type 2 par une glycémie à jeun, de mesurer la tension avec un brassard adapté. Et si ce brassard n'existe pas de manière adaptée, alors on peut le prendre à l'avant-bras et la mesure sera valide. On doit rechercher à plus de 35 d'IMC le syndrome d'apnée du sommeil, même si le patient n'a pas de symptômes spécifiques, et même rechercher le syndrome d'hypoventilation obésité par la mesure des gaz du sang et la capnie en particulier. L'autre élément très important, c'est de rechercher la maladie stéatosique du foie, et en particulier ses formes graves, c'est-à-dire la NASH ou la MASH maintenant, et la fibrose. Pour cela, il suffit de faire une échographie. Si celle-ci révèle la présence d'une stéatose, on ira chercher par des tests non invasifs le FIB4 ou le NAFLD score qu'on trouve dans des calculateurs sur Internet à partir de dosages sanguins très simples, les ALAT, les ASAT, les plaquettes en particulier l'âge du patient, à la recherche d'une fibrose. Et s'il y a une fibrose, alors il faudra orienter le patient vers un hépatologue. Il faut évaluer aussi la fonction rénale et la microalbuminurie, puisque l'obésité peut provoquer, en dehors des autres facteurs de risque, la maladie rénale chronique. Et puis, une autre nouveauté, c'est de rechercher la sarcopénie, qui est en réalité l'existence d'une réduction de la masse musculaire et de sa fonction, qu'on peut rechercher par exemple, un test du lever de chaise, où vous faites lever 5 fois le patient sans l'aide de ses mains. Au-dessus de 15 secondes, ce test est pathologique et suggère une sarcopénie qu'il faudra prendre en charge. On sait que l'obésité est associée à 13 sites de cancer spécifiques. Il n'est pas question de faire un dépistage de l'ensemble de ces cancers chez la personne atteinte d'obésité, mais il faut s'assurer que le cancer du sein à partir de 50 ans chez la femme et le cancer colorectal chez l'homme et chez la femme doivent être dépistés de manière efficace, puisque ce n'est pas toujours le cas. S'assurer d'un bon état bucco-dentaire parce que c'est important pour la mastication et évaluer la qualité de vie. Alors, en termes de prise en charge thérapeutique, pour aller un petit peu plus loin, ces recommandations et le parcours de soins qui est associé revient lourdement sur la situation de prévenir la stigmatisation. Il faut choisir des mots qui ne blessent pas, qui ne culpabilisent pas, prendre en compte les différences culturelles et écouter avec empathie et sollicitude les patients, en particulier lorsqu'on retrace l'histoire de vie et l'histoire de poids des patients, qui vont nous conduire à évaluer ses capacités de réduction pondérale et les antécédents de régime. Et puis évidemment, il va falloir évaluer les difficultés, les attentes et les priorités des patients à travers l'ensemble des situations que vous voyez ici à l'écran, donc familiales, professionnelles, sociales, psychologiques, le retentissement sur la qualité de vie, mais au sens large, puisqu'il faut évaluer aussi la vie affective et sexuelle, les habitudes de vie et de l'environnement, et puis évaluer évidemment la présence de comorbidité, mais je l'ai déjà dit.
Et je pense que cette recommandation 29 est la plus importante de tout ce document, puisqu'elle résume les choses sur le fait que l'objectif de la prise en charge ne se résume pas à un objectif pondéral. Il faut aller au-delà de ça, et en particulier améliorer les comorbidités, les facteurs de risque, la qualité de vie et la mobilité des patients. Alors, si on veut induire une perte de poids, elle doit être posée au cas par cas, adaptée au patient selon son âge et ses comorbidités associées. Je rappelle ici que, en fonction des anomalies présentes chez la personne, si c'est juste une élévation des triglycérides, alors 3 à 5% de perte de poids va améliorer les choses. Si à l'inverse, on a déjà un problème hépatique caractérisé ou une gonarthrose par exemple, les pertes de poids vont devoir être bien supérieures. Mais ce degré de perte de poids doit être discuté avec le patient et surtout avec ses capacités à modifier son mode de vie. Et toujours dans un projet personnalisé de soins. Donc si on résume les choses, quelle que soit la sévérité de l'obésité, vous voyez les 5 stades représentés ici à l'écran, on va s'attacher à travailler le comportement alimentaire et l'activité physique. Pour cela, on peut faire appel, le médecin en particulier, à un diététicien pour faire un bilan diététique partagé qui sera en effet partagé avec l'ensemble de l'équipe, lequel devra revenir sur l'évaluation du choix des aliments, le rythme, la répartition, rechercher une tachyphagie, dépister un trouble du comportement alimentaire, et puis évaluer les connaissances et les représentations que le patient peut avoir sur l'alimentation, qui sont parfois des fausses croyances, évaluer aussi sa capacité à avoir accès à une alimentation variée, en particulier sur l'aspect géographique, mais surtout financier, puisque je rappelle que l'obésité est malheureusement associée à un gradient social défavorisé. Et puis enfin, il va falloir travailler les dimensions sensorielles, donc retravailler la sensation de faim, la récupération de la sensation de rassasiement et de satiété, et puis rechercher une alimentation émotionnelle qu'il conviendra de traiter, elle concerne à peu près 50% des patients qui sont soit en surpoids, soit en obésité. Et le diététicien va pouvoir proposer un temps d'échange verbal dans un climat de confiance mutuelle, valoriser tous les changements qui ont déjà été mis en place, même s'ils ne se caractérisent pas par une perte de poids encore, déculpabiliser absolument les individus. L'idée, c'est d'apporter des connaissances sur l'alimentation qui vont permettre de développer des compétences pour permettre l'autonomie dans le choix des aliments et l'équilibre des repas. Et il faudra bien évidemment informer sur le Nutri-Score, qui peut être une aide intéressante pour le choix des aliments. Je rappelle que le Nutri-Score n'est intéressant que si on l'utilise pour sélectionner les aliments d'un même rayon. La prise en charge diététique, comme je viens de le dire, on travaille les signaux de la prise alimentaire, la faim, le rassasiement, la composante émotionnelle et en termes qualitatifs, on propose de revenir sur les bases du PNNS. Les régimes déséquilibrés ou restrictifs sont à prohiber puisqu'ils n'entraînent éventuellement une perte de poids, mais surtout un rebond pondéral au décours. Et si on veut faire perdre du poids au patient, il faudra proposer une réduction énergétique modérée de à peu près 500 kilocalories par rapport à ce qui était initialement présent. On peut proposer une alimentation de type méditerranéenne puisqu'elle apporte des bénéfices sur la santé, réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Et si elle est associée à une restriction énergétique de 500 kilocalories, elle permet aussi une réduction pondérale. Et puis, en ce qui concerne le suivi, finalement, il n'a pas été discuté d'une fréquence validée pour chacun des individus. Celle-ci doit être discutée avec le patient sur lesquels et se mettre d'accord là-dessus. On peut associer à des éventuelles consultations individuelles des séances de groupe pour acquérir des compétences au cours, par exemple, de cours de cuisine thérapeutique, de cours de lecture des étiquettes. Concernant l'activité physique, je rappelle que les recommandations et les objectifs sont les mêmes qu'en population générale, mais il faudra les atteindre progressivement et adapter à la personne, c'est-à-dire obtenir 150 à 300 minutes d'activité physique modérée ou moitié moins d'activité physique plus importante et associer 2 jours par semaine de renforcement musculaire.
Et bien sûr, lutter contre la sédentarité qui est un autre élément. Même si l'activité physique ne fait pas perdre de poids, ou pas beaucoup en tout cas, elle apporte un certain nombre de bénéfices santé importants qu'on voit ici à l'écran, puisqu'une personne passant du stade sédentaire à un stade actif va avoir un grand nombre de bénéfices santé, y compris au tout début, qu'il faudra valoriser. On peut éventuellement utiliser l'éducation thérapeutique, non seulement pour les changements du mode de vie nutritionnel, mais pour aussi l'activité physique adaptée. Selon les cas et selon l'évaluation médicale, on pourra faire appel à une psychologue pour évaluer l'état clinique, en particulier parce qu'il faudra aller rechercher des signes de trauma dans le passé, de maltraitance, rechercher des conduites addictives et évaluer la vulnérabilité sociale, familiale et professionnelle. On sait malheureusement qu'au cours de l'obésité, il y a une plus grande fréquence des comorbidités psychiatriques qui peuvent conduire d'ailleurs à l'émergence de troubles du comportement alimentaire qu'il faudra évidemment rechercher, en particulier l'hyperphagie-boulimie, qui nécessitera donc une prise en charge avec une psychologue et en particulier par une thérapie cognitivo-comportementale qui permet d'améliorer grandement ce trouble du comportement alimentaire avant d'induire une restriction énergétique majeure. Alors là, l'autre grande nouveauté de ces recommandations, c'est d'avoir introduit la présence des médicaments de l'obésité qui peuvent désormais être prescrits en deuxième intention de tout ce qu'on vient de raconter chez les personnes qui ont plus de 35 kg par mètre carré, mais qui doivent uniquement être initiées par un spécialiste de l'obésité, c'est-à-dire un médecin endocrinologue, nutritionniste, et uniquement pour les personnes donc des niveaux 2, 3 et 3B. Je rappelle que c'est donc une deuxième intention, qu'on peut les mettre en échec d'une prise en charge nutritionnelle, c'est-à-dire si le patient n'a pas perdu les 5% de perte de poids à 6 mois, que ce sont des analogues du GLP-1 qui ont eu l'AMM, alors c'est des analogues simples ou maintenant des doubles agonistes qui sont aussi disponibles sur le marché. On pourra exceptionnellement les mettre en première intention chez des personnes dont l'obésité compromet l'autonomie ou entraîne une altération sévère de la fonction d'un organe. Une personne qui aura une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, pour lesquelles les changements du mode de vie sont limités. On rappelle quand même qu'un médicament qui, au bout de 12 semaines à la dose maximale, n'est pas efficace et n'a pas induit une perte de poids d'au moins 5%, devra être arrêté car tout le monde n'est pas un bon répondeur de ces médicaments. Cette recommandation est donc actuellement valide. L'ANSM a néanmoins tout récemment restreint les prescriptions uniquement aux spécialistes que vous voyez ici à l'écran. Le renouvellement, en revanche, peut être réalisé par tout médecin. Il y a quand même un truc important à noter à ce stade, c'est que et le Wegovy, c'est-à-dire un analogue du GLP-1 seul, et le Mounjaro, un analogue du GLP-1 associé à un analogue du GIP, ne sont actuellement pas remboursés et coûtent la modique somme de 300 € par mois. Les demandes de remboursement sont en cours et une réponse devrait être donnée en début d'année. On ne sait pas encore si ce sera accepté. Et puis, au fin fond de cette pyramide de prise en charge, on peut proposer, et toujours en deuxième intention, une chirurgie bariatrique à des personnes qui ont soit 40 d'indice de masse corporelle, soit 35 en présence des comorbidités. Je détaillerai pas plus la chirurgie bariatrique parce que je suis tout à fait disposée à refaire un webinaire spécifique sur ce sujet. Évidemment, chez ces patients-là, on peut, en alternative à une chirurgie, s'ils ne souhaitent pas de chirurgie ou s'il y a une contre-indication à cette intervention, proposer aussi un traitement médicamenteux. Et donc, en conclusion, on m'a demandé de tenir 20 minutes, j'ai presque réussi. On évalue le profil de sévérité des patients grâce à la classification dont je vous ai parlé, qui va permettre d'orienter les patients vers le bon niveau de recours de soins. Le médecin doit évaluer l'ensemble des comorbidités qui seraient ou non présentes et les traiter efficacement. Sur le plan de la prise en charge de l'obésité, du changement du mode de vie nutritionnel, de l'évaluation d'éventuels troubles du comportement alimentaire, il pourra se faire aider d'une équipe pluridisciplinaire. Et si ceci ne suffit pas à induire une perte de poids, si c'est l'objectif qui a été fixé, on pourra en deuxième intention proposer des médicaments ou une chirurgie bariatrique.
Et je tiens ici à remercier l'ensemble du groupe de travail qui a participé à l'élaboration de ces recommandations. Vous voyez qu'il y a non seulement des médecins, nutritionnistes, mais des médecins de toutes spécialités, des paramédicaux, des associations de patients et nos sociétés savantes. Je vous remercie et je suis prête à prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Judith. Alors, il y a une question effectivement dans le chat. On nous demande du coup, pour les GLP-1, dans la recommandation R41, il est écrit deuxième niveau, mais à l'oral, tu as indiqué IMC supérieur à 35. Est-ce que tu pourrais préciser? Tout à fait. Donc, je réalise que les gens ont très bien suivi. L'HAS, pour des raisons de simplicité, je pense, et la NSM, pour les mêmes raisons, a choisi de trouver que le seuil de 35 d'IMC était le plus simple pour induire le traitement. Néanmoins, en effet, on peut être en niveau 2, alors même qu'on n'a pas tout à fait 35, mais une autre de ces cases. Pour l'instant, donc on est en pourparlers avec la NSM, éventuellement l'HAS. Mais c'est l'HAS qui va faire foi, ainsi que le remboursement qui va en découler. Mais je suis parfaitement d'accord qu'il y a une petite bizarrerie à cet endroit-là. Effectivement. Une autre question, du coup, Marie-Colette Talbot qui nous demande quel accompagnement pour les patients qui sont atteints d'hypothyroïdie. Rien de spécifique. L'hypothyroïdie est une maladie qui peut en effet induire une prise de poids, rarement majeure en réalité, hein. On a des modèles où les patients se font opérer de la thyroïde complètement avant une dose d'iode pour un cancer et les prises de poids sont d'environ 20 kilos, mais ça ne conduit pas forcément à l'obésité massive. Donc en fait, une hypothyroïdie, on la traite en fonction de la TSH et évidemment la dose de lévothyrox est poids dépendant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'indication à faire une TSH pour dépister l'hypothyroïdie lors d'un bilan standard de l'obésité. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en vois pas dans le chat. Si, pardon, j'ai du Ah, mal à trouver mon micro. En fait, je vous remercie déjà pour ces explications extrêmement claires. Moi, personnellement, j'avais pas connaissance des différenciations 1A, 1-2, etc., 1B, pardon, etc. Je m'étais resté sur le complexe, très complexe dans les recommandations de la HAS. Par contre, ce C'était qui le me parcours pose, de soins, monsieur. c'est le parcours de soins, oui, tout à Oui. fait. Bonne remarque, ouais, tout à fait. Euh, Moi, je voulais savoir si, enfin, quelles sont les conditions d'accès ou les facilités d'accès à ces soins pluridisciplinaires? Est-ce qu'ils sont effectivement réellement disponibles à partir de quel degré ou grade sont-ils disponibles et en particulier dans la réalité, c'est-à-dire que je ne sais pas si un grade 1A ou 1B peut, et d'ailleurs si c'est légitime ou pas, d'avoir accès à ces soins pluridisciplinaires. Parce qu'en ville, ils ne sont Alors, pas forcément remboursés. Enfin, voilà. non, bah ça c'est la grosse problématique malheureusement de la prise en charge de l'obésité en France. Mais un suivi diététique ne sera pas plus remboursé en niveau 1 qu'en niveau 3 malheureusement. En tout cas pas pour l'instant. Et à notre grand regret, sachez-le bien. Donc, dans les 3 niveaux de prise en charge, vous avez maintenant des programmes d'éducation thérapeutique en ville auxquels on peut adresser les patients. Il y a un certain nombre de projets article 51, dont un qui est bientôt tombé dans le droit commun, qui prévoit des forfaits, des financements au forfait de soins Chez avec PSO, non, c'est des ça? prises en charge, par exemple, ouais. Mais il y a aussi, aide-moi Laura, le truc pédiatrique avec l'activité physique. Obépédia. MRTC, Et pardon. ouais, Voilà, ouais. Mission Retrouve son cap qui est déjà dans le droit C'est ça commun. auquel je Ah, d'accord, pensais. ok. Voilà. Et donc, les expérimentations sont en cours pour finalement quand même développer cette histoire de forfait de soins avec une prise en charge diététique, éventuellement psychologique remboursée. Pour l'instant, toutes les expérimentations ne sont pas encore abouties, donc on n'y est pas encore. Maintenant, il y a de plus en plus quand même de SMR, par exemple, ou de programmes de TP de ville qui sont actuellement disponibles. Et puis, donc, un patient de niveau 1A, 1B, il est en effet pris en charge par le médecin traitant, mais comme je l'ai bien précisé, si malgré une prise en charge qui paraît adaptée, le médecin traitant a des difficultés, il peut faire appel au CSO de sa zone géographique
Les 37 CSO actuellement disponibles en France sont disponibles sur Internet, sur la page du GCC CSO, ou bientôt sur les sites Internet de chacun de nos CSO. Et il y a des formulaires d'adressage pour demander un avis ponctuel ou éventuellement un suivi plus régulier. Ok, J'espère avoir super, répondu à merci. votre question. Ouais, impeccable. Juste un dernier point. Donc, vous dites que même un diète ou un psy, s'il est inclus dans une prise en charge pluridisciplinaire au sein d'un SMR, par exemple, c'est pas refacturé à l'ARS via la prise en charge globale de l'établissement. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, le patient doit payer de sa poche ou de sa mutuelle un soin Non, diététique dans ces les cas-là. programmes SMR, si les patients sont adressés et que le SMR accepte de prendre le patient, ces prises en charge En charge. c'est Ah, pris c'est en ce qui me charge, semble. oui. Ouais, c'est plus S'il y ça a que je des faisais par consultes rapport à la ville tout à l'heure. individuelles au décours du programme, souvent c'est des programmes de courte durée, ceux-là, ils seront à la charge du patient en effet et non remboursés. Ok, merci. Alors, une question de Elodie. Est-ce que vous pouvez revenir sur les critères diagnostiques de la sarcopénie et comment la confirmer? Bah, c'est pas simple, c'est une question difficile. La sarcopénie, elle risque d'être présente soit si on a un âge certain, on va dire au-delà de 65-70 ans, soit s'il y a une maladie chronique associée. Donc en fait, nos malades qu'on prend en charge dans les CSO, qui ont des diabètes graves, qui ont une insuffisance rénale, etc., ils ont déjà un risque majeur de sarcopénie. Et donc ces patients, il faut leur faire un test fonctionnel. Je vous ai parlé du test de levée de chaise qu'on peut quand même faire facilement à la consultation. Alors évidemment, si le patient n'a pas une gonarthrose sévère, ceci dit, s'il a une gonarthrose sévère, vous pouvez être à peu près sûr qu'il a une sarcopénie. Euh, et donc plus de 15 secondes pour se lever de chaise signe globalement cette sarcopénie. Normalement, dans la définition, il faudrait en plus mesurer la masse musculaire, mais la Haute Autorité de Santé n'a pas choisi pour l'instant de permettre de faire la composition corporelle des individus. Donc finalement, un test clinique suffit. Alors pour les équipes qui disposent par exemple d'un hand grip qui permet de mesurer la force musculaire du bras quand il y a trop de difficultés ou de douleur à se lever d'une chaise, ça peut aussi être une bonne option. Sachez juste que pour l'instant, les cut-offs utilisés sont ceux de la population générale et de la dénutrition en particulier. Donc, c'est ceux qu'on utilise au cours de l'obésité, mais qui sont en train d'être revus parce qu'ils sont sans doute pas si justes que ça. Ok, merci. Et une dernière question. Au-delà d'un IMC de 45, est-ce qu'une chirurgie est envisageable ou alors un traitement avec des analogues du GLP-1? Les analogues du GLP-1, comme je l'ai dit, on peut les prescrire à partir de 35 d'IMC sans comorbidité forcément associée. Je rappelle quand même, après une prise en charge nutritionnelle bien conduite. Pour la chirurgie bariatrique, il suffit d'avoir 40 d'indice de masse corporelle pour pouvoir rentrer dans les indications de la bariatrique. Rentrer dans les indications, ça veut dire quand même qu'il va falloir rechercher les contre-indications et ne pourront pas être opérés tous les patients qui sont au-dessus de 40 d'IMC. Excusez-moi, je me permets de préciser ma question. Bonsoir, merci encore. C'était toujours dans le cadre de ma patiente qui est avec une hypothyroïdie. Donc, je voulais savoir si hypothyroïdie et IMC au-delà de 45 pouvaient justifier que ma patiente soit candidate soit pour un traitement avec un analogue, soit pour une chirurgie. Est-ce que les deux sont cumulables? Je répète, l'hypothyroïdie, sortez-le de l'histoire. La dame a plus de 45, plus de 40 d'IMC et ça suffit pour rentrer dans l'indication. L'hypothyroïdie ne rentre pas dans les indications de traitement, quel qu'il soit. C'est Bah, une autre maladie. c'est surtout pour la suite, en fait, quelles sont les répercussions, en fait, d'une chirurgie bariatrique quand on Ah, a ben, ce type alors étonnamment, de traitement. Voilà. ouais, bah, Qu'est-ce que finalement, ça révèle? pas grand-chose, bizarrement, puisqu'on sait que la dose de lévothyrox est poids dépendante. On aurait imaginé qu'après une chirurgie bariatrique, il faille vraiment diminuer les doses de lévothyrox, mais peut-être que c'est compensé par une moins bonne absorption. Dans la pratique, en fait, on ne change pas tant les doses que ça. Alors évidemment, il faut évidemment, au moment de la perte de poids, surveiller la TSH assez régulièrement pour s'assurer que la patiente ne se met pas en hyperthyroïdie, mais a priori, les doses, enfin, dans mon expérience, ça change pas tant que ça et la littérature semble dire à peu près la même chose. Ok, très bien, merci beaucoup. Parce que, voilà,
Ce cas, c'est une personne qui mange très peu et qui ne perd pas de poids. Donc, je me suis dit, voilà. Ça, c'est pas forcément l'hypothyroïdie, hein. Une personne qui a de l'obésité importante et trop de masse graisseuse et peu de masse musculaire va dépenser beaucoup moins qu'attendu et elle va avoir en effet du mal à perdre du poids. J'en profite ici pour donner des résultats tout à fait récents qui sont sortis dans Nature Medicine il y a moins de 2 semaines, qui montrent que malgré la perte de poids, par exemple avec une chirurgie bariatrique qui fait perdre plus de 20 à 30% du poids, le tissu adipeux, malheureusement, garde une mémoire de cette obésité, une mémoire cellulaire, une mémoire génique. Cette mémoire est impliquée dans ces yo-yo pondéraux ascendants qu'on observe très bien. C'est-à-dire que les patients ne reprennent pas seulement le poids qu'ils ont perdu, mais souvent le dépassent. Et c'est sans doute à cause de ces yo-yo. Donc, je redis ici l'importance de prendre en charge les patients sans régime restrictif, dont on connaît tous les effets néfastes. Merci beaucoup.